Joe Biden, avant son prochain départ de la Maison-Blanche, ce 20 janvier, autorise l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour frapper la Russie en profondeur. Que cherche Joe Biden, mais surtout l'État profond qui le contrôle? Cette décision est-elle aussi une manière de nous amener vers la prochaine troisième guerre mondiale? Pourquoi les Américains sont les ennemis de la paix, mais aussi de la diplomatie et de la coopération avec les BRICS? À ces questions répondra François Martin, géopolitologue. Il l'exprime brillamment dans son dernier ouvrage, Le temps des fractures, aux éditions Godefroy. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Russie, d'Ukraine, d'Amérique, d'États profonds. On va aussi et surtout parler de cet excellentissime livre, Le temps des fractures de François Martin, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde, le 17e numéro entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous adhérez au club. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com. Voilà, vous nous rejoignez. Bonsoir, cher François Martin. Bonsoir. D'abord, pourquoi ce dernier livre après C'est celui pas le sur dernier, l'Ukraine? c'est le suivant. Ah, c'est le suivant. Ah oui, c'est vrai. Il y en aura d'autres, je pense. Pourquoi? Parce que le premier, c'était une étude de l'Ukraine. Et comme je l'ai dit, j'ai pensé à ce moment-là que le monde était en train de basculer, que pour moi, il avait déjà basculé parce que j'avais passé 40 ans à me promener dans le monde et que je le voyais basculer, mais les gens ne le savaient pas. Donc les gens sont toujours enfermés dans leur schéma de pensée et ils vivent sur les schémas de pensée du passé, jusqu'à temps que brutalement ils s'aperçoivent que les schémas sont nouveaux. À ce moment-là, ils construisent vite les nouveaux et ils vivent là-dessus pendant un certain nombre d'années. Et on était dans ce moment-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment d'écrire. Ça va être à la fois un révélateur et un accélérateur. Et quand j'ai fini d'écrire le livre, d'abord, il a bien marché, donc j'étais assez content. Puis le basculement du monde, je trouve que j'avais pas bien vu. J'avais pas si mal vu que ça. Et après, je me suis dit, c'est plus que ça, parce que j'ai vu arriver Gaza. Et je me suis dit, on est vraiment dans une période de fracture entre Nord et Sud, ce qu'on voit, et ce à quoi, d'ailleurs, on va en parler. Je pense que Trump amène une solution, ou bien peut amener une solution, va amener, mais peut amener une solution, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Mais pour moi, c'est un processus décolonial, en fait, du Sud par rapport au Nord. Et quand je dis le Nord, je dis surtout les deux parties, disons, de la puissance américaine, l'une étant le mondialisme et l'autre étant l'atlantisme. Donc j'ai parlé du conflit de Gaza qui me paraît être l'exemple même d'un conflit décolonial. D'ailleurs, ils suivent une stratégie décoloniale qui est parfaite, qui pourrait être celle de Gandhi ou celle du Vietnam. Enfin bon, on y reviendra peut-être. Celle de l'Ukraine qui est aussi un processus décolonial à mon avis, parce que en fait, Poutine se présente comme un héros du Sud, des pays du Sud, bien qu'en fait il soit sur le plan culturel plutôt un membre des pays du Nord, mais comme les pays du Nord ont basculé dans le progressisme, en fait, il est plutôt assimilé aux pays du Sud, et puis sa guerre est une guerre contre la puissance américaine. Il l'a dit plein de fois en disant « nous n'acceptons pas d'être sous la tutelle », donc c'est une guerre décoloniale. Et il y a en plus de ça, à mon avis,
deux autres phénomènes qui sont en regard et qui sont très importants. L'un, c'est la perte de puissance du système américain, qui est merveilleusement expliqué par Solzhenitsyn dans le discours de Harvard qui s'appelle « Le déclin du courage » et qui prophétise tant la chute de l'Union soviétique, ce que tout le monde a retenu, que la chute du système libéral que tout le monde s'est empressé d'oublier et qui, à mon avis, arrive aujourd'hui. Et parallèlement à ça, et en regard de ça, un réveil des peuples, puisque les peuples se réveillent quand ils sentent que disons que la puissance tutélaire est affaiblie. Un seul exemple, si on avait été dans les années 60 ou même dans les années 2000 au moment de la puissance américaine triomphante, il n'y aurait pas eu cette tentative d'assassinat de Trump faite par un espèce de pied nickelé qui restait 3 heures sur le toit. Tout le monde l'a vu et le type des services spéciaux est resté pendant 1 heure en train de demander l'autorisation de tir. On ne lui a jamais donné. Il a fini par tuer le type en enfreignant les règles. On va continuer à en parler, cher François. Dans d'autres temps, on n'aurait pas tenté de le tuer. On l'aurait tué. Alors, on va continuer à en parler, cher François. Je vais d'abord présenter le tour. Je vais faire le tour de table. On va parler de ça, mais aussi on va parler de ce qui s'est passé ce week-end, parce que c'est important que tu puisses nous dire ce que tu en penses. Alors, à ta droite, Serge Federbusch, éditorialiste star. Il a écrit Le sabre et l'esprit. Comment ça va, dans Serge? Les étoiles. Comment ça va, Serge? Bon, ça va très bien, très bien. Je suis heureux ce soir de pouvoir voir François, que j'apprécie beaucoup, et de pouvoir... On préférait que je mette quand même une demoiselle autour de la table. Bon, ça, je sais pas, mais t'en connais sans doute pas. Donc, si, j'en connais beaucoup. Je me fais pas d'illusions, tu ne connais que des femmes déjà d'âge mûr. Il aurait plus de cheveux que moi, de toute façon. J'en connais beaucoup. Et donc, et des jeunes en plus. Avec, dis donc, je ne sais pas exactement quelle est l'ambition géopolitique profonde de cette émission, mais ça va finir par t'échapper. Hein. Bon, enfin bref, je suis content de voir François, qui n'est pas une jeune femme, mais qui dans le fond est encore tout prime sautier au fond de lui-même, avec qui je vais pouvoir. Je le sais, tu vas pouvoir bien débattre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que je le sais. Merci, cher Serge. En face, nous avons Sylvain Baron, activiste. Aussi grand reporter, le grand big boss de Vigie Média. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, en train de creuser mon bunker anti-atomique. Ah bon, pourquoi? Tu crois qu'il y aura une guerre atomique? J'ai l'impression qu'il y a quelques cinglés qui souhaitent vraiment nous y amener. Ils y tiennent. C'est possible. Merci à toi, cher Sylvain. Et enfin, Antoine Guénaud, souverainiste devant l'éternel. Il écrit pour nos amis de Cercle Aristote, pour le Front Populaire. Comment ça va? Bien, et toi? Moi, je suis très très honoré d'être autour de cette table avec toutes ces stars. C'était très très bien. Les gens t'ont beaucoup aimé face à Pierre-Yves Rougeron. C'est très gentil. J'ai vu des commentaires négatifs aussi. Ah bon? Il faut de la critique, mais il faut de la critique. Bon, c'était sûrement le community manager qui voulait écrire des conneries, quoi. Mais, oui, bien sûr. Mais sinon, il n'y avait rien de négatif. Je suis très content d'être avec Pierre-Yves aussi, puis je te remercie encore de m'inviter ce soir. Merci à toi, cher Antoine. Voilà, ce week-end, il y a peut-être pour le coup un vrai basculement et une vraie fracture avec cette autorisation de M. Biden à M. Zelensky. Je crois que c'est surtout un sale coup de pied de l'âne qu'ils font à Trump, parce que comme Trump a affiché clairement son intention de liquider, et je pense qu'on va parler de la liquidation, parce que je pense que ça va, à mon avis, beaucoup plus loin que ce que beaucoup de gens pensent. Ils ont voulu lui coller une bonne vieille saleté dans les pattes avant qu'il prenne son poste, d'autant qu'ils savent que, comme en fait Poutine, à mon avis, est tout prêt de gagner son pari, et on va y revenir aussi, ils savent que Poutine a peu de chances de déclencher quelque chose d'extrêmement fort et d'obérer ses chances de négociation ultérieure. Donc, ils ont un moment favorable. Je crois que c'est surtout pour embêter Trump. Je crois que c'est surtout ça l'idée. Enfin, il y a quand même eu l'envoi de centaines de drones sur l'Ukraine, c'est pas rien. Oui, mais les drones sur l'Ukraine, il y en a depuis des mois. Là aussi, j'ai entendu Régis Le Sommier aujourd'hui, qui est à Koursk, justement, et qui sortait de la centrale de Koursk. Et quand il a appris la nouvelle, il s'est dit, oulala, on va vite filer parce que on va voir arriver les missiles américains droit sur la centrale. Donc ça en dit long
sur la folie totale de ces gens-là qui sont prêts à déclencher un Tchernobyl bis uniquement pour montrer qu'ils ont raison. Enfin, ces néoconservateurs américains sont des cinglés totaux. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire. Mais, et là, comme toujours, le principe consistant à donner le droit de tirer est une chose, mais ce qui compte, c'est comment il s'applique dans la pratique. C'est-à-dire, si on te dit, vous avez le droit de tirer, qui par derrière, on te dit, vous ne tirez pas à plus de 40 km, le fait que le principe soit ouvert ne change pas grand-chose si la pratique ne le permet pas. Donc, il faut voir la réalisation, effectivement. Mais je pense que s'ils tirent effectivement sur la centrale, d'abord, je pense qu'elle est très bien protégée par les systèmes de protection, certainement, puisque c'était l'objectif au départ de l'attaque ukrainienne sur ce morceau de Russie, qui, d'ailleurs, pour moi, est une chance pour les Russes extraordinaire. Donc, ils ont intérêt à ce que ça dure, parce que plus ça dure, plus eux, ça leur permet de continuer à enfoncer le front et de se mettre dans la situation la meilleure pour négocier avec Trump demain. Je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que Zelensky est un des meilleurs amis des Russes. Paradoxalement. Pourquoi ? Je pense que le jour où il va foutre le camp, il va recevoir une petite lettre avec écrit Spasiba dedans et avec une clé, avec un bel appartement à New York offert par Vladimir, je pense. Parce qu'il est tellement maximaliste que, si tu veux, il permet aux Russes de continuer à manger petit à petit. Le but des Russes, c'est quoi ? C'est de vider l'Occident et l'Ukraine de toutes leurs forces. Les forces humaines, c'est pratiquement fait, puisque les Ukrainiens n'arrivent plus à trouver de personnes pour aller sur le front. C'est déjà fait. Sur le plan des crédits, c'est pratiquement fait, parce que de toute façon, Trump a dit qu'il allait plus payer. Sur le plan des munitions, on sait que l'Occident n'a plus de munitions pour faire ne serait-ce que les deux conflits, l'un en Ukraine et l'autre à Gaza. Les Américains et les Européens n'ont plus de munitions, alors que les Russes tirent à peu près 10 fois plus, et ils en ont, les Nord-Coréens les livrent, les Iraniens les livrent, et eux en ont aussi. Donc, si tu veux, l'objectif russe est pratiquement au bout. Il n'a aucun intérêt à ce que Zelensky vienne avec même s'il agit 100% pour le compte des Américains, avec une offre raisonnable en disant vous gardez les 4 oblasts. À chaque fois qu'il fait un plan, qu'il propose un plan, il dit c'est un plan de victoire et c'est un plan où on est d'accord pour faire la paix à condition que vous nous rendiez les 4 oblasts et la Crimée. Je veux dire, il n'y a aucune chance. Donc il rend service dans le plan de Poutine, Zelensky lui rend service en faisant durer la guerre, en fait. Puisque pour Poutine, ça peut durer un an, 2 ans. Ça peut déraper ? Ça peut déraper. Jusqu'au 20 janvier, il peut se passer tellement de choses. On a voulu, par exemple, tuer 3 fois Donald Trump, c'est quand même pas rien. Ouais. Ils ont failli même réussir la première fois. D'ici le 20 janvier. D'ailleurs, M. Blinken a dit qu'il allait qu'il allait accélérer le soutien à l'Ukraine. Il peut se passer quand même des choses. C'est quand même 2 mois. Il peut se passer des choses, mais je veux dire, il peut se passer des choses depuis 2 ans. Puisque, rappelle-toi, ils ont tiré sans arrêt sur la centrale de Zaporizhia. On a fait croire que c'était les Russes qui tiraient sur leur propre centrale, enfin, sur la centrale qu'ils contrôlaient eux-mêmes. Or, quand Raphaël Grossi est allé sur place, il y a une vidéo qu'on s'est vite dépêché d'enlever, mais qui était sur Internet et que je cite dans mon premier bouquin, où il reçoit une pétition signée par 200 000 personnes de la ville d'Energodar qui est à côté, et où on lui dit, le représentant lui dit, s'il vous plaît, dites aux Américains et aux Européens qu'ils arrêtent, que les Ukrainiens arrêtent de nous tirer dessus. Les Ukrainiens, ils disent ça dans la vidéo. On l'entend. Il y a toute la presse qui est là. Et Raphaël Grossi dit oui, j'entends bien, je passerai. Il n'a rien passé du tout et la presse n'en a pas parlé. Mais c'était clair que c'était les Ukrainiens qui tapaient sur la centrale. Donc ça date pas d'hier. Est-ce que les Américains n'ont pas besoin de cette guerre, ne serait-ce que... On sait très bien que pour arrêter la dette, pour résorber, on va dire, les dettes faramineuses qui ne seront jamais remboursées, la guerre, c'est toujours une bonne chose. C'est une bonne chose, oui et non. C'est-à-dire, c'est une bonne chose si ensuite tu as une reconstruction. Je dirais que c'est une bonne chose si tu la gagnes. Si tu la perds, c'est pas une bonne chose. Or, ils sont en train de la perdre parce qu'ils n'auront pas de contrat de reconstruction si jamais
demain, ils sont obligés de partir avec leur clic et leur claque, comme je pense qu'ils vont devoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on va directement sur le sujet de la fin. En fait, Trump a on pense que Trump est victorieux par rapport au mondialisme. Il a effectivement mis une grande claque au mondialisme. Mais Trump, rappelez-vous son discours de l'ONU de 2019. Il est excessivement clair. Je crois que c'est novembre 2019. Et il est excessivement clair et on voit quel genre de personne c'est. C'est un isolationniste et c'est un patriote et c'est un nationaliste pur. C'est ça qu'il est. Alors, il est tributaire de la puissance américaine ou ce qu'il en reste, donc il l'utilise par rapport à l'Europe, par rapport au Moyen-Orient, etc. Mais fondamentalement, je dirais que l'esprit dont il est le plus proche, c'est les BRICS. Oui, mais est-ce qu'il peut être indépendant de l'État profond qui, lui, a un intérêt? Non. Alors, je sais que l'État profond, probablement pas. Qu'il a un plan pour disloquer l'État profond. Oui. Mais bon, le dire, c'est une chose, mais le faire, c'est autre chose. C'est pas facile de le savoir. Effectivement, la question est là. Mais si tu veux, je regarde un peu aussi les nominations. Si tu regardes les nominations qu'il a faites, il a nommé des gens qui lui étaient totalement fidèles, même des gens comme Rubio, des gens qui lui sont venus, etc. Il a mis à la tête de la défense un type qui connaît rien à la défense, mais qui lui est fidèle. Donc j'ai l'impression qu'il s'est fourni une garde rapprochée solide pour pouvoir agir le moment venu, parce que s'il nomme des gens qui sont véritablement compétents, ils sont tous mouillés quelque part avec l'État approchant en question, et ils peuvent le trahir au moment où il aura besoin d'eux. Donc il a préféré mettre des gens... Vraiment, ce qui caractérise essentiellement ces nominations, c'est la fidélité de ces personnes. C'est ça qu'on voit. C'est pas leur compétence, c'est leur fidélité. Tulsi Gabbard, elle connaît rien au renseignement. Donc, je pense que il est dans les conditions parfaites pour pouvoir prendre de vitesse. Et je pense même, d'ailleurs, on va venir après, on va finir sur l'Ukraine, mais après on va venir sur Gaza. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se passer d'autres choses et qu'il aura le dessus. Mais d'abord, il en a tellement pris plein la gueule pendant des années. Et le but de sa vie, c'est de tordre le cou à nettoyer le swamp, que, à mon avis, dans sa tête, il a un peu l'esprit de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire et l'esprit du général de Gaulle. Il se dit, de toute façon, j'irai jusqu'au bout, parce que je suis là pour entrer dans l'histoire et pour faire ce que personne n'a fait. Il le dit tout le temps, pratiquement, d'ailleurs. Alors, tu parles des temps des fractures, mais est-ce que c'est l'Occident contre le reste du monde, ou est-ce que c'est seulement l'Amérique contre le reste du monde? En fait, c'est l'Occident, dans la mesure où l'Amérique représente une partie de l'Occident, qui est l'Occident progressiste et l'Occident atlantiste, puisque nos gouvernements aujourd'hui sont une partie en fait de cet État. On est un glacis, on est un espèce de pacte de Varsovie dont le siège est à Washington. C'est ça qu'on est devenu. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé. Dès le début, les premières sanctions ont été établies par l'Union européenne, par la Commission, avec le département d'État américain. Et les États européens ont donné le blanc-seing à la Commission pour établir, et je crois qu'ils ont eu connaissance de la liste des sanctions qui ont été faites une heure avant qu'on les établisse. Donc, je veux dire, quand tu es un État, que tu vas sanctionner un autre pays qui s'appelle la Russie et que tu délègues ton pouvoir de préparer les sanctions, c'est que tu n'es plus un État, quoi. Tu n'existes plus. Tu parlais de Gaza tout à l'heure. Comment on en sort, et déjà, est-ce qu'on peut en sortir? Alors, moi, j'ai une... Et d'ailleurs, tiens, je vais t'annoncer un petit truc. Ouais. Je vais faire venir le 9 décembre, et j'espère que tu seras présent. Ouais. Le journaliste palestinien Raja Abu Daga, originaire de Gaza. Celui qu'on avait celui qui était déjà venu. Oui, passionnant. Et voilà, donc... passionnant. Donc, alors, le 9 décembre, j'espère que tu seras là. Moi, je pense... T'as vu, je fais les agendas là, en direct. Il a deux conflits. D'abord, dans son agenda, il y a une première chose, c'est qu'il a raccroché les wagons avec le peuple américain, d'abord, qu'il a plébiscité complètement. Si tu regardes la carte des cantons, elle est pratiquement totalement rouge. Les seuls petits points bleus, c'est les grandes villes. Donc vraiment, si tu veux, toutes les campagnes et tout ce que j'appelle l'Amérique périphérique, elle a voté pour Trump.
Donc il a vraiment un mandat du peuple pour redonner des emplois au peuple, pour faire baisser les charges, pour leur rendre leur fierté, etc., etc. Donc je pense que ça va être son chantier prioritaire, ça va être ça. Et on sait comment il va le faire. Il va mettre des herses de droits de douane partout, contre la Chine, contre l'Europe, contre tout le monde, et puis après il ira discuter avec les uns les autres donc, en disant tu m'enlèves ci, tu m'enlèves ça. Donc il va faire d'abord de la protection America First. Et après premièrement, il va faire ça. Et puis, il va fermer l'immigration à fond pour que ce ne soit pas les immigrés qui aient les jobs, mais les petits Américains. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'il avait fait ça en 2016, que les Latinos et les Noirs ont voté pour Trump, et pas tous pour Harris comme on le pensait. Donc ça va être la première chose. Et puis, il va falloir qu'il s'attaque aux deux conflits, parce que s'il a ces deux conflits, il alimente les marchands de canons, et lui, il n'a pas la main pour faire ce qu'il veut. Donc il faudra qu'il règle les deux conflits. Moi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je pense qu'il réglera Gaza très vite, très très vite. Par contre, il mettra beaucoup plus de temps, ça sera beaucoup plus compliqué pour résoudre le problème de l'Ukraine. Alors qu'il a dit qu'il réglerait l'Ukraine en 24 heures, je pense que c'est pas vrai du tout. Je pense qu'il s'est mis dans l'embarras en disant ça, c'est des propos de campagne, mais il s'est mis au pied du mur, mais il n'y arrivera pas. Par contre, je pense que le problème de Gaza, il peut le résoudre très vite. Comment il peut le résoudre ? Je vais expliquer pourquoi. Vas-y. Aujourd'hui, on laisse croire que, en fait, les Américains font ce qu'ils peuvent pour retenir la main de Netanyahou et que Netanyahou est, incontrôlable. Je pense que c'est un habillage, je pense que c'est une théâtralisation et je pense que la situation n'est pas du tout celle-là. Pour une raison simple, c'est que dans un groupe, quand on a un qui paye, quand tu as deux personnes, quand on a un qui paye tout à l'autre, celui qui est le patron, c'est pas celui qui reçoit l'argent, c'est celui qui paye. C'est celui-là qui décide. Donc en fait, cet habillage sert les intérêts de l'État profond américain parce que ça laisse à penser que c'est Netanyahou qui prend des décisions exagérées et ça dédouane quelque part l'État profond de sa responsabilité sur les morts, le conflit, l'horrible carnage de Gaza. Donc ça arrange tout le monde. Ça arrange Netanyahou parce qu'il dit, vous voyez, moi, alors qu'en fait il fait ce qu'on lui dit et il s'arrête là où on lui dit de s'arrêter. Preuve en est que au moment où il a attaqué en fait, il devait faire une très très grosse opération lorsqu'il a attaqué l'Iran. L'opération a duré 3 heures. Et par ailleurs, les 300 avions ou plus qui ont été envoyés ont tous dû être ravitaillés. Ils ont été ravitaillés par des avions américains. Donc quand les Américains disent, vous voyez, il fait les trucs et nous on essaye de l'empêcher, etc. En fait, ils sont au cœur du dispositif de l'opération de A jusqu'à Z. Donc c'est les Américains qui décident. Donc c'est les Américains qui décident. Ça veut dire que le jour où les Américains décident d'arrêter, ils disent à Bibi, aujourd'hui, à partir de demain matin, t'as plus d'argent et t'as plus d'armes. Et c'est-à-dire, ils lui mettent le pistolet sur la tempe et ils lui disent maintenant tu fais la paix. Et il fait la paix. Parce que sinon, le pays s'écroule. Pourquoi il lui dirait ça, les Américains ? Pourquoi il lui dirait ça ? Parce que Trump n'a pas le temps. Il a besoin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Les Israéliens sont coincés à Gaza. Aujourd'hui, ils n'envoient plus l'armée, ils n'envoient que les réservistes. Ils envoient les réservistes parce qu'ils ont besoin de l'armée pour protéger les régions de Cisjordanie et pour envoyer dans l'opération folle de Liban où ils n'auraient jamais dû aller. Ils envoient les réservistes. Les réservistes, ils restent pas, ils viennent, ils font une opération, ils repartent. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils font pour donner l'échange ? Ils bombardent la population, tous les jours ils bombardent, mais ils attrapent pas les types. Les types, ils sont dans les tunnels, ils font des petites armes et ils ont des bombes, des munitions qu'ils ont entreposées depuis... Yassine Noir avait dit qu'ils avaient 3 ou 4 ans de munitions qui étaient... qu'ils avaient planqué dans les tunnels. Donc, ils n'ont pas arrêté... J'ai interviewé un journaliste... J'ai interviewé un journaliste sud-Liban qui était avec un type du Hezbollah, pour te dire, et en direct, sur Radio Courtoisie, et le gars du Hezbollah m'avait dit « Monsieur... nous avons 100 000 hommes et des missiles Stinger. » C'est ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas sûr de la réalité. Tout le monde sait qu'ils 100 000 hommes, peut-être pas, mais ils en ont au moins 50 000. Et on sait qu'ils ont des centaines de milliers de missiles. Oui, ça, on le sait.
le Hezbollah. Et en plus, les missiles de Confère Régis Le Sommier, et les missiles, ils sont planqués dans des tunnels qui sont dans la montagne, et ils les sortent à l'occasion, donc ils ne peuvent pas être descendus comme ça par des frappes israéliennes. Donc le Hezbollah est armé jusqu'aux dents, tout le monde le sait. C'est en fait ça qui est la dissuasion iranienne dans cette affaire, et le Hamas, c'est un hérisson. Dès qu'ils essayent de venir, ils se piquent les mains. Le Hamas peut continuer sa guerre pendant des années. On sait que les guerres urbaines, c'est les plus difficiles, donc ils s'en sortent en tirant sur la population, ce qui ne sert à rien d'autre qu'à pousser les jeunes à rentrer dans les rangs du Hamas pour reconstituer les katibas, d'une part, et puis d'autre part, à affamer la population. Et très probablement, le Hamas est très bien organisé depuis le début. Dès qu'il y a un camion arrive, ils piquent la moitié et ils vont planquer ça. Je voudrais poser une dernière question avant qu'il y ait le débat avec tous nos amis. Je finis sur Gaza. Donc, je pense que Trump n'a pas d'autre solution. Il a deux solutions où il doit généraliser la guerre, attaquer l'Iran, etc. Mais là, il est parti pour un an. C'est contraire à son plan. Trump, c'est un type qui est là pour organiser la retraite. C'est ça qu'il est là pour faire. Il faut rentrer chez soi, reconstituer ses forces. Et voilà. Alors, donc, je pense qu'il fera la paix. Il peut faire la paix en 24 heures parce qu'il dira à Bibi, t'arrêtes. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Parce que, aussi bien chez Biden qu'avant, c'était les marchands de canons qui dirigeaient la politique américaine. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Alors, peut-être qu'ils se rebelleront, mais la grosse affaire pour les marchands de canons, c'est pas Gaza, c'est l'Ukraine. Alors, je voudrais parler un peu ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, je voudrais parler quand même un peu de la France, parce que là, on parle Ukraine, Gaza, bon, Amérique. Ça jouera directement pour l'Ukraine. Mais justement, je voudrais savoir, est-ce que la France, à l'avenir, peut retrouver ce rôle gaullien ou gaulliste qu'elle a pu avoir? Moi, je pense qu'elle le peut, et je pense qu'elle va être en condition de l'être, à cause précisément de la négociation de l'Ukraine. Parce que là, l'Ukraine, tout le monde dit Trump, 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 mais en fait, dans une guerre, c'est celui qui la gagne qui pose ses conditions, c'est pas celui qui la perd. Or, celui qui la perd aujourd'hui, c'est Trump. Enfin, c'est l'OTAN qui perd la guerre. Donc, c'est Poutine qui va dicter ses conditions, c'est pas les Américains. C'est pour ça qu'il se met en position et qu'il est déjà en position de débander totalement l'armée ukrainienne. Donc Trump, là aussi, il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va aller à la guerre mondiale? C'est pas son plan. Son plan, c'est d'arrêter ces trucs le plus vite possible. Donc il va aller le voir, l'autre va lui dire tu arrêtes les sanctions? Tu me rends mes 300 milliards que tu m'as piqués? Est-ce que tu me permets d'aller refaire des affaires avec redonner du gaz aux Allemands? Alors, tu es d'accord avec ça? L'autre va lui dire, ben non, moi je veux une ligne de démarcation. L'autre va lui dire, mais écoute, en quoi est-ce que moi, tu veux que j'accepte un armistice alors que je suis le vainqueur? Ça ne m'intéresse pas. Donc on va continuer la guerre, et il va feuilletonner jusqu'à Odessa pendant 6 mois, pendant 3 mois, 6 mois, et l'autre qui a dit je ferai la paix en 24 heures va passer pour un crétin. Donc je pense que Trump, en fait, va habiller sa défaite d'une façon ou d'une autre en disant aux Européens, débrouillez-vous, moi je m'en vais, etc. Vous avez qu'à payer. Mais en fait, le truc, ça va être, on prend nos clics et nos claques et on rentre chez nous. C'est ça. Et derrière ça, il y aura l'arrêt de l'OTAN. Moi, je pense. De toute façon, Trump déteste l'OTAN. Il ne voulait pas de l'OTAN. Un de ses conseillers a dit en 2016, il voulait déjà renvoyer l'OTAN chez lui. Parce qu'il déteste, dans son esprit nationaliste, dépenser du pognon pour la politique étrangère, alors que le pognon, pour lui, il veut le donner aux Américains. Donc là, il va être vraiment en contradiction avec les marchands de canons américains. C'est là qu'il va y avoir du sang sur les murs. Mais s'il le fait, si l'OTAN s'en va, l'Europe explose. Parce que nous, on ne va pas rester à acheter du gaz américain 4 fois plus cher, alors qu'on peut aller acheter du gaz russe. Et les premiers qui vont s'en aller, qui ne sont pas encore endettés, que les Américains ont mis en faillite et qui veulent retourner pour acheter du gaz pas cher chez les Russes, c'est les Allemands. Donc les Allemands vont partir, et nous, un jour, on va s'apercevoir que l'Europe a disparu et que nous, on est tout seul à million. On nous a ouvert la prison, on nous a dit, ben sortez, on est devant un champ, le champ est vide,
Et on est là, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a les ours, et puis il y a les lions, et puis il y a les tigres, et il y a tout le monde, et on est tout seul. Donc, est-ce que ça sera une bonne chose ou une mauvaise chose qu'on se retrouve dans la situation de pouvoir être nationaliste et patriote alors qu'on n'est pas préparé? C'est ça la vraie question, à mon avis. Merci à et ça risque de se passer plus vite qu'on ne le pense. Et tout le travail qu'on se dit, mais on va lutter contre, ça risque de se démonter tout seul. Merci à toi, cher François. Parce qu'encore une fois, l'Europe est une construction... Tu conclus combien de fois, là? Parce que l'Europe est une construction américaine et pas une construction européenne. Bah, ça fallait le dire. Voilà. Merci à toi, cher François. On va passer à la grande discussion avec nos amis autour de la table. Mais avant ça, les annonces impertinentes. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.